aujourd'hui, on va étudier le transistor en commutation et les multivibrateurs. Alors, nous avons déjà utilisé le transistor bipolaire pour l'amplification des signaux sinusoïdaux. Nous avions choisi pour cela une polarisation du transistor de telle manière à obtenir un point de fonctionnement au milieu de la droite de charge afin que la dynamique de sortie du signal de sortie soit maximale et sans écrêtage. Toute la droite de charge est exploitée sauf les points de saturation A et celui du blocage B comme indiqué sur la figure. Donc on voit bien que le signal de sortie il est sinusoïdal et sans écrêtage, mais à condition de ne pas atteindre les points de saturation A et le point de blocage B. Pour le transistor en commutation, on choisit un circuit de polarisation de telle manière à avoir un point de fonctionnement qui n'a que deux états possibles. Le point A qui correspond à la saturation et le point B qui correspond à celui du blocage. Ici, on donne le schéma de polarisation du transistor pour qu'il fonctionne en régime de commutation. On met à sa base une résistance RB et à son collecteur une résistance RC. La tension d'entrée, on l'applique à la résistance RB et la tension de sortie, VS, est prélevée sur le collecteur du transistor. Alors, les équations des droites d'attaque et droites de charge sont: la droite d'attaque est donnée par VCC égale RBIB plus VBE. En général, VBE est négligeable de l'ordre de 0,6 volts par rapport à VC qui est de l'ordre de volts. Et on peut la négliger et on obtient le courant de base, c'est VCC sur RB. Et d'après la droite de charge, nous avons VCC égale RCIC plus VCE. Pour VCE égale 0, on obtient le courant de saturation, IC saturation égale à VCC sur RC. On voit sur cette figure les points A et B et le courant de saturation et l'intersection de la droite de charge avec la caractéristique de sortie du transistor qui nous donne le point de fonctionnement du transistor. Mais dans ces conditions, il faut que le transistor fonctionne seulement en deux points, A, le blocage, et B, la saturation. Pour assurer ce fonctionnement, on doit attaquer le transistor par un courant de base qui doit être supérieur au courant de base de saturation. Le courant de base de saturation est obtenu en régime linéaire lorsque IC est égal à bêta IB. On peut déduire le courant de saturation IB en divisant IC saturation par bêta. IC saturation, c'est VCC sur RC. Et le courant de base, on l'a déjà exprimé en fonction de VCC et RB, et on doit avoir l'inégalité suivante, c'est que IB soit supérieur à IB saturation. Alors pour IB supérieur à IB saturation, la relation linéaire entre IC et IB n'est plus vérifiée. Voilà les conditions pour que le transistor fonctionne en régime de commutation. Donc il faut que RB soit inférieur à bêta RC. Alors, le transistor en commutation peut être assimilé à un inverseur logique si l'entrée du montage la résistance RB est reliée à VCC, la tension de sortie VS est nulle. Si l'entrée est reliée à la masse VS égale VCC, alors si l'on convient de désigner par 0 une tension nulle et par 1 une tension égale à VCC, on constate que le montage étudié constitue un inverseur logique. Alors nous allons étudier maintenant plusieurs fonctions de base d'électronique réalisées avec des transistors fonctionnant en régime de commutation. Ces montages, qui ont deux étages couplés par réaction positive, possèdent deux états. Selon la nature du couplage,
on distingue le bistable, les deux états sont stables, ou bien le multivibrateur astable, les deux états sont instables, ou bien le monostable, seul un état est stable. Alors on va commencer par le montage du bistable. Nous avons deux transistors. À chaque transistor, on a relié deux résistances, RB et RC, et on voit bien que le collecteur d'un transistor est relié à la base de l'autre transistor via une résistance RB. Donc, automatiquement, lorsqu'un transistor est bloqué, l'autre est saturé. Et nous avons deux états pour ce montage. Le premier état, c'est le transistor T1 est bloqué et T2 saturé, ce qui se traduit en termes de tension VC1 égale VCC et VC2 égale 0. Et le deuxième état, le transistor T1 est saturé et T2 est bloqué, c'est-à-dire en termes de tension, VC1 égale 0 et VC2 égale VCC. Et il faut une intervention extérieure pour changer d'état. Ensuite, on va étudier le montage du multivibrateur astable. Donc, c'est un montage à deux transistors T1 et T2, polarisés pour fonctionner en régime de commutation. Et nous avons deux condensateurs C1 et C2. Donc, pour étudier le fonctionnement de ce montage, on va faire des hypothèses. Lorsqu'un transistor est bloqué, l'autre est saturé. Première hypothèse. Un transistor bloqué est équivalent à un circuit ouvert et il est déconnecté du montage. Un transistor saturé a une tension VCE égale 0. Alors on suppose que pour les deux transistors, VBE saturation et VCE saturation sont nuls. Puisque les deux transistors, le schéma il est symétrique, pour étudier le fonctionnement, on va supposer à l'instant initial que le transistor T2 qui était bloqué devient saturé. On cherche, dans ces conditions, l'évolution temporelle des différents potentiels du transistor T1. On s'intéresse toujours, pour faire les calculs, au transistor bloqué. Donc sa tension de base et sa tension de collecteur, on va essayer de trouver leur évolution temporelle, c'est-à-dire chercher VB1 de T et VC1 de T. Le potentiel VE1 de T est égal à 0 parce que c'est la tension de référence, elle est toujours nulle. C'est une invariable. Alors la tension du collecteur T2 passe de façon instantanée à sa valeur de blocage VCC à la tension de saturation, VCE sat égale 0. Cette chute de potentiel de VCC à 0 est transmise à la base de T1 via le condensateur C2. T1 qui était saturé, VBE saturation égale 0, voit sa tension de base qui subit la même chute de potentiel et passe de 0 volts à moins VCC, ce qui se traduit par un blocage instantané du transistor T1. Donc T1 se bloque et on s'intéresse à l'évolution temporelle de ces potentiels de base et celui de son collecteur. Voilà l'évolution de la tension de base de T1. Elle évolue dans la maille représentée par la figure ci-dessous, VCC, RB1 et C2. Et la tension VB1, elle est prélevée aux bornes du condensateur C2. Donc ce circuit, il est peut être décrit par une équation différentielle qu'on peut établir en utilisant les lois des mailles. La relation obtenue est donnée par VCC égale RB1I plus VB1 de T. En remplaçant le courant I par son expression en fonction de VB1, on obtient l'équation différentielle qui décrit le circuit, qu'on peut écrire sous la forme suivante. Alors on pose τ1 égale RB1C2 et l'équation différentielle devient VCC égale τ1 d de VB1 sur dt plus VB1 de T. Alors c'est une équation différentielle linéaire à coefficient constant de premier ordre
et admet une solution de la forme VB1 de t égale A plus B exponentielle moins t sur taux 1, où A et B sont des constantes à déterminer à partir des conditions initiales qu'on va déterminer. Donc la limite, d'après le circuit, la limite de VB1 de t quand t tend vers plus l'infini, c'est VCC, qui est égal à A. Et à t égale 0, on a VB1 de 0 est égal à moins VCC, qui est égal à A plus B d'après l'équation différentielle. Donc on obtient B égale moins 2 VCC, et la solution est donnée par VB1 de t égale VCC moins 2 VCC exponentielle moins t sur taux 1. Donc VB1 de t est égal à VCC, facteur de 1 moins 2 exponentielle moins t sur taux 1. Alors, on peut déduire de cette équation la durée de blocage de T1 en posant l'équation VB1 de t égale 0. Donc, il faut résoudre cette équation en cherchant T qui est égal à taux 1 ln de 2 et soit θ1 la durée de blocage de T1 qui est égale à 0,7 RB1 C2. Alors maintenant, on s'intéresse à l'évolution temporelle du collecteur de T1. Alors cette tension, elle évolue dans la maille représentée par le circuit suivant, VCC, RC1 et C1. Donc la tension qui nous intéresse, c'est VC1 de T. Et on décrit ce circuit par la loi des mailles. Et on établit son équation différentielle. Dans la solution, qui est aussi une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant, et admet comme solution VC1 de t est égal à A plus B exponentielle moins t sur taux prime 1, où A et B sont des constantes qu'on peut déterminer en utilisant les conditions initiales. Et on sait qu'à l'état initial, on a VC1 de 0 est égal à 0, qui nous donne A plus B égale 0, donc A est égal à moins B. Et on sait que la limite de VC1 de t est égale à VCC est égal à A. Donc A est égal à VCC et B moins VCC. Et on a des expressions de VC1 de t qui est une fonction exponentielle VCC facteur de 1 moins t sur taux prime 1. Avec taux prime 1, c'est RC1 fois C1. Alors, on adopte le même raisonnement pour établir les expressions des tensions de base et de collecteur du transistor T2, VB2 de T et VC2 de T. Les mailles où évoluent ces deux tensions sont données par les figures suivantes. En regardant le schéma, voici le circuit où évolue VB2 de T et voici le circuit où évolue VC2 de T. Alors, les deux équations différentes, on établit les équations différentielles et on déduit, leur résolution nous donne VB2 de T et VC2 de T et leurs expressions. Donc, si on veut le temps de blocage de T2, il est donné par la relation VB2 de T égale 0, parce que la tension de base évolue toujours de moins VCC et croît de façon exponentielle jusqu'à atteindre 0. Pour avoir le temps du blocage, il suffit de poser l'équation VB2 de T égale 0 et déduire le temps du blocage de la tension qu'on trouve T égale θ2, c'est 0,7 RB2 C1, qui est la durée de blocage du transistor T2. Alors la tension de sortie du multivibrateur astable peut être transmise, peut être prise soit sur le collecteur du transistor T1 ou celui de T2. La période de la tension de sortie du multivibrateur astable est donnée par la relation T égale θ1 plus θ2, c'est taux 1 plus taux 2 facteur de ln de 2, ou bien T égale 0,7 facteur de RB1C2 plus RB2C1. Ici, on représente les différents signaux VB1 de T, VC1 de T et VB1 de T. On voit que tant que la tension de base est inférieure à 0, sachant qu'elle démarre toujours à partir de moins VCC, le transistor est
bloqué. Lorsque la tension de base arrive à 0, on voit que la tension du collecteur chute vers 0, il est saturé. Il reste saturé, c'est-à-dire sa tension du collecteur est nulle, jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle impulsion de la base. Et dès que la base devient négative, le transistor se bloque, il nous donne une impulsion qui a une durée qui est la durée où VB de T est inférieur à 0. Lorsqu'elle atteint 0, eh bien, le transistor se sature. En réalité, on a pris au départ une hypothèse que VBE saturation est égal à 0. Mais en réalité, VBE saturation, c'est la tension seuil d'une jonction PN qui est de l'ordre de 0,6 à 0,7 volts. La même chose pour le deuxième transistor. On a tracé les variations de VC2 de T et VB2 de T, et c'est la même chose que le transistor T1. Ensuite, on va étudier le circuit monostable. Donc le schéma du circuit est le suivant. On voit qu'il ne reste plus qu'un seul condensateur dans ce schéma. Nous avons deux résistances de base, deux résistances de collecteur, mais un seul condensateur relié au transistor T1. Alors, le monostable nécessite une tension de commande VE, ce n'est pas comme le multivibrateur astable, et on prélève la tension de sortie aux bornes du collecteur de T2, VS, C, VC2. Alors, le monostable possède sensiblement la même structure que le multivibrateur astable. Il y a simplement remplacement d'une liaison capacitive par une liaison résistive. Alors, pour étudier le fonctionnement du circuit, on suppose qu'à l'état initial, le transistor T1 est bloqué et T2 est saturé, c'est-à-dire à l'instant initial, VS égale 0. VS, il y a VC2, puisque T2 est saturé, sa tension de collecteur est nulle. Alors si on applique à la base de T1 une tension positive suffisante, VE, il se sature. Et le potentiel de son collecteur passe de sa valeur de blocage VCC à sa valeur de saturation, VCE saturation, qui est nulle, par hypothèse. Cette chute de potentiel est transmise à la base de T2, dont la tension passe de VBE égale 0 à moins VCC. La tension de base maintenant est devenue négative, le transistor T2 qui était saturé se bloque et sa tension de collecteur passe instantanément de 0 à VCC. Alors maintenant on va essayer de voir l'évolution de la tension de base de T2. La tension de base de T2 évolue dans le circuit comme indiqué sur la figure. Donc pour obtenir ce circuit d'après le schéma du montage, et on suppose que T2 est bloqué, ça veut dire qu'il est déconnecté du montage, et on s'intéresse au potentiel de sa base, et on voit dans le circuit, dans le montage complet, où évolue cette tension, et on déduit que c'est le circuit donné ci-dessous, VCC RB2C. Et ce qui nous intéresse, c'est l'expression de VB2 de T. Donc on va essayer de décrire ce circuit par une équation différentielle en utilisant les lois d'Émaille et établir l'équation différentielle qui est VCC égale à taux D de VB2 sur DT plus VB2 de T. Avec taux, c'est RB2C. Donc c'est une équation différentielle linéaire du premier degré. Elle a comme solution VB2 de T égale à A exponentielle moins T sur taux. Donc VB2 de T, après tout calcul fait, en cherchant les constantes A et B, en utilisant les conditions initiales, on trouve que A plus B égale moins VCC, et A égale VCC, donc on déduit que B est moins 2 VCC, et par conséquent, VB2 de T, c'est VCC moins 2 VCC exponentielle moins T sur taux. Donc finalement, VB2 de T est égal à VCC facteur de 1 moins 2 exponentielle moins T sur taux. Alors, la durée du blocage de T2 est donnée par la relation VB2 de T égale à 0. En essayant de résoudre cette équation, on trouve que T égale à taux ln de 2 et on va appeler cette durée D.
qui est égale à 0,7 RB2C, qui est la durée de l'impulsion de sortie du monostable. Alors pour que le système fonctionne correctement en monostable, il est nécessaire que D, la durée de D, soit inférieure à la durée de la demi-période du signal de commande. Quand cette condition n'est pas réalisée, la tension de sortie reproduit les variations de la tension de commande. Donc D inférieur à T sur 2, on va essayer de traduire cette équation en termes de fréquence. Donc F doit être inférieur à 1 sur 2D. Donc, pour que le monostable fonctionne correctement, il faut que la fréquence de la tension d'entrée F soit inférieure à 1 sur 2D. Donc la fréquence du signal de commande doit être inférieure à 1,14 RB2C. Et on représente ici les variations des différentes tensions, VE de T qui est égal à VB1 de T, VS de T qui est égal à VC2 de T et VC1 de T. Donc on voit que la durée de blocage, tant que la tension de base de T2 est négative, eh bien le transistor il est bloqué et on a une impulsion dont la durée correspond à VB2 inférieur à 0. Lorsque VB2 s'annule, l'impulsion s'arrête. Et on a une chute de VC2, de VCC à 0. Et elle reste nulle, la tension de sortie, jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle impulsion négative de la tension de base. Alors, des circuits intégrés spécifiques sont maintenant utilisés pour réaliser les fonctions décrites dans ce chapitre, c'est-à-dire le multivibrateur astable et le monostable à partir des transistors. On peut utiliser un circuit qui permet en particulier de réaliser très simplement des multivibrateurs et des monostables avec seulement quelques composants périphériques. Alors c'est le cas du circuit intégré NE555. Donc ce circuit intégré est un dispositif électronique composé d'un oscillateur à relaxation, de deux comparateurs, d'une bascule RS et d'un transistor à décharge. Les applications de ce circuit sont si nombreuses qu'il est devenu un classique industriel. Donc voici les éléments de ce dispositif. On voit la bascule, deux comparateurs, le transistor à décharge et auquel on va rajouter un circuit de relaxation. Et à chaque cas, le multivibrateur astable va avoir un schéma et le monostable aura un autre schéma qu'on va voir tout de suite. Donc voilà le schéma fonctionnel de l'astable à partir de NE555. Donc on va rajouter au circuit deux résistances RA et RB et un condensateur. Alors l'étude du fonctionnement de ce circuit est si on sait que la broche 7 elle est reliée au collecteur d'un transistor en commutation. Lorsque le transistor se bloque, la tension de sortie du NE555 est au niveau haut, VS égale VCC. La tension du condensateur évolue dans le circuit de charge, c'est-à-dire pendant la charge du condensateur. Et nous avons la tension du condensateur qui va évoluer dans un circuit qu'on a appelé le circuit de charge. Et lorsque le transistor se sature, c'est-à-dire quand la tension de sortie est à son niveau bas, VS égale 0, la tension du condensateur évolue dans le circuit de décharge. Donc voilà les deux circuits qu'on va essayer de décrire pour voir la durée de l'impulsion de sortie lorsque VS égale à VCC, qu'on va appeler T-on, et pendant la décharge où VS est égal à 0, et cette durée, on va l'appeler T-off puisque la tension de sortie est égale à 0. Alors, évolution temporelle de VC de T pendant la charge du condensateur, c'est-à-dire lorsque VS égale VCC. Donc, on établit l'équation différentielle du circuit, qui est égale à VCC égale à taux D de VC sur DT plus VC, avec taux 1 c'est RA plus RB fois C. Taux c'est taux 1. C'est une équation différentielle du premier ordre dont la solution est de la forme T égale A plus B exponentielle moins T sur taux 1,
où A et B sont des constantes à déterminer à partir des conditions initiales. Et on trouve finalement que Vc de T, la tension en borne du condensateur, elle évolue de cette façon, c'est VCC facteur de 1 moins 2 tiers exponentielle moins T sur taux 1. Alors la tension du condensateur, d'après la structure du NE555, elle va évoluer entre deux tensions extrémales. VC minimum, c'est VCC sur 3, et VC maximal c'est 2 VCC sur 3. Alors à partir de cette équation, on déduit la durée T-on qui correspond à Vs égale plus VCC. Pour calculer cette durée T-on, on pose l'équation Vc de T égale 2 VCC sur 3, c'est-à-dire la valeur maximale de la tension du condensateur. Et on déduit que T-on, c'est O1 ln de 2, c'est 0,7 facteur de Ra plus Rb fois C. Ça, c'est T-on. Alors maintenant, on va chercher l'évolution temporelle de Vc de T pendant la décharge du condensateur. Et on a l'équation suivante, C d de Vc sur dt plus Vc est égal à 0. La solution est de la forme Vc de t égale B exponentielle moins t sur taux 2, avec taux 2 cette fois-ci c'est Rb fois C, où B est une constante qu'on peut calculer à partir de l'instant initial, sachant que à t égale 0, Vc de 0 c'est B d'après l'équation, et elle est égale à 2 VCC sur 3. Donc la tension du collecteur, du condensateur, elle démarre à partir de 2 VCC sur 3 et décroît de façon exponentielle jusqu'à atteindre 2 VCC sur 3. Donc voilà l'expression de Vc de t, c'est 2 VCC sur 3 exponentielle moins t sur taux 2. Alors calcul de t off, qui correspond à Vs égale 0. Donc on obtient cette durée avec l'équation suivante. Vc de t égale 2 VCC sur 3 exponentielle moins t sur taux. Elle est égale à VCC sur 3, c'est-à-dire la valeur minimale de la tension du condensateur. Et on déduit l'instant t où T off qui est égal à 0,7 Rb fois C. Donc la période de la tension de sortie est donnée par la somme de T-on plus T-off, puisque c'est un signal qui est rectangulaire. T égale T-on plus T-off, c'est 0,7 facteur de Ra plus 2Rb fois C. Donc voilà l'oscillogramme des deux tensions, la tension de sortie qui est un signal en créneau, de valeur maximale VCC et de valeur minimale 0, et la tension du condensateur qui évolue pendant la charge de VCC sur 3 jusqu'à 2 VCC sur 3, et pendant la décharge, elle va évoluer de 2 VCC sur 3 sur VCC sur 3 de façon exponentielle. Alors maintenant, on va étudier le circuit monostable avec le NE555. Le schéma est le suivant. Nous avons associé un oscillateur de relaxation RC au NE555. Et on va appliquer une tension de commande VE. Donc pour analyser le fonctionnement du monostable, lorsque le transistor de décharge se bloque, le condensateur se charge et la tension du condensateur évolue dans la maille représentée dans la figure ci-dessous. La tension de sortie du NE555 est égale à VCC. Donc voilà le circuit où évolue la tension du condensateur, c'est VCC, R, et le condensateur. On prélève la tension du condensateur, Vc, on établit son équation différentielle qui décrit ce circuit et on va la résoudre. La solution est de la forme A plus B exponentielle moins t sur taux, où A et B sont des constantes à déterminer à partir des conditions initiales, et on trouve Vc de t égale VCC facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Alors, la durée de l'impulsion de sortie est donnée par la relation Vc de t égale à 2 VCC sur 3, parce que la tension maximale que peut atteindre
la tension du condensateur, c'est 2 VCC sur 3, et on déduit l'instant T égale 1,1 fois taux. Donc la largeur de l'impulsion de sortie du monostable est W égale 1,1 RC. Et on donne ici, sur cette figure, la représentation des différentes tensions. La tension de commande VE, qui est égale à VCC et qui, à un instant donné, elle chute à 0 et reprend sa valeur VCC. À ce moment où la tension chute de VCC à 0, la charge du condensateur est déclenchée et la tension du condensateur évolue de façon exponentielle de 0 jusqu'à 2 VCC sur 3. À l'instant initial, une impulsion apparaît à la sortie du monostable et sa durée est W qui est égale à 1,1 fois RC. Lorsque la tension du condensateur atteint 2 VCC sur 3, il se décharge de façon instantanée et la tension de sortie du monostable chute à 0 de façon instantanée également. Voilà pour les deux circuits monostables et astables qu'on a déterminés, qu'on a étudiés à l'aide d'un circuit très simple pour l'utilisation, c'est le circuit intégré NE555. Et je vous remercie.